Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans Un esprit sain dans un corps sain, le podcast sur le passé, le présent et le futur en devenir du genre du body horror au cinéma. Bonsoir Fanny. Salut tout le monde! Alors aujourd'hui nous allons donc continuer notre rétrospective Cronenbergienne avec un de ses films les plus cultes, les plus complexes et aussi les plus dérangeants selon les fans même de Cronenberg. Il s'agit de Vidéodrome. Donc je vais d'abord du coup vous faire un petit résumé du film. Si vous voulez avoir un descriptif un peu plus exhaustif de l'œuvre de Cronenberg, on vous renvoie bien sûr à notre épisode sorti précédemment sur La Mouche, où voilà, on est vraiment revenu sur ce qui faisait la singularité de son style. Mais donc, Max Rain, interprété par James Wood, est un patron d'une petite chaîne pour adultes à Toronto. Un jour, un de ses employés, Harlan, pirate une émission étrange et dérangeante sur un canal étranger. Elle s'appelle Vidéodrome. Max se retrouve fasciné par ce programme qui pense être des reconstitutions artistiques de meurtres et tortures. Peu à peu, il perd pied avec la réalité, se rendant compte que ces images violentes l'ont contaminé au plus profond de sa chair. Sorti en 1983, Vidéodrome fut d'abord un échec commercial, mais un succès critique, avant de devenir un des films les plus emblématiques et cultes du cinéma de Cronenberg. Salué et interprété de bien des façons pour son approche complexe, dérangeante et pour certaines personnes même prophétique de notre rapport à l'image choc et à la perception du réel à travers les canaux de diffusion vidéo. Mais Fanny, du coup, je te laisse faire ta petite intro contextuelle par rapport au film. Alors comme vous le savez, parfois j'aime bien glisser dans notre émission une petite anecdote ou deux, et là, l'occasion s'y présentait. Il y a moins de ça de 2 jours, assise à la terrasse d'un bar avec un ami, j'ai été témoin d'une expérience troublante. On dissertait sur l'addiction des écrans et des images, notamment chez les adolescents. Et mon ami en question, à un moment donné, saisit son téléphone pour me montrer une vidéo a priori banale. Il s'agissait d'une interview de plusieurs personnes chez un concessionnaire de voitures. Chacun y allait de son impression quant à l'événement et de sa relation à l'objet. Il y avait des familles, des gens seuls, etc. On aurait dit en somme un micro-reportage sans grand intérêt, diffusable lors d'un JT. Rien de tout cela n'était vrai. Vous voyez où je veux en venir? Toutes ces images avaient été générées par IA et paraissaient on ne peut plus réelles. Mon ami, connaisseur dans ce domaine, avait lui-même été trompé par ces images. Après quelques coups d'œil un peu plus affûtés et avertis, il était certes capable de discerner les micro-erreurs ou invraisemblances, mais ce, seulement après avoir découvert le poteau rose. Alors imaginez l'œil profane comme le mien, qui aurait pu largement se laisser duper et qui s'est laissé duper, même si mon ami m'a révélé la vérité. En repensant à Vidéodrome pour le podcast, film qui a pourtant 42 ans maintenant, j'ai immédiatement songé à cet épisode de ma vie, qui s'est achevé sur une réflexion un peu glaçante. Et si ce genre de contenu constituait une sorte de nouvelle réalité? Je présente la chose comme un sujet de philosophie certainement banal, et la question en soi n'a rien de révolutionnaire, puisque les philosophes de l'Antiquité s'écharpaient déjà sur le problème de l'image et de la reproduction du réel. Vidéodrome, donc, plonge le spectateur dans ces interrogations labyrinthiques dès son titre. Vous savez combien j'affectionne les analyses lexicales et les dissections étymologiques. L'occasion, encore une fois, était trop belle. Alors je finirai là-dessus. Vidéodrome. Il y a d'abord le mot anglais vidéo, qui trouve son origine dans le latin video, qui veut dire je vois, donc un verbe déjà conjugué, auquel on a adjoint le suffixe grec drome, là où on court, suffixe qui donne le sens de course, de mouvement, etc. Vous pensez peut-être au mot hippodrome, par exemple, espace circulaire où courent les chevaux. Vidéodrome, bien plus que le nom du programme obscène entraînant le principal protagoniste dans une descente aux enfers, je le comprends désormais comme une arène ou le cirque du virtuel, espace dont on ne pourrait s'échapper, espace où les images nous trompent, ou peut-être s'insinuent en nous pour nous tromper. En fait, c'est marrant parce que ça rejoint vraiment les premières pistes un peu de réflexion que j'ai vues en ligne sur le film. C'est un film qui est assez compliqué à décortiquer, qui a fait objet de beaucoup finalement d'analyses sociologiques, philosophiques en fait sur notre rapport à l'image. C'est drôle en fait parce que beaucoup justement comme je disais dans mon intro aussi, c'est vraiment là où on se rejoint, qu'il y a vraiment en fait cette dimension un peu presque prophétique au film. Notamment j'ai vu un article de Blas qui parlait genre un peu de comme si ça avait préfiguré la valorisation des images, c'est-à-dire du coup la manipulation du réel, qui évidemment est encore plus une réalité aujourd'hui avec l'IA. Et c'est justement ça voilà, que je trouve toujours très pertinent avec ce film-là. C'est aussi pour ça qu'on a voulu vous en parler, c'est que c'est un film qui
reste énormément d'actualité, même si c'est pas forcément, comme on l'a dit, le plus facile à aborder de Cronenberg. C'est un film qui va dans beaucoup de sens différents, qui est un film assez somme par rapport à l'ensemble de ses caractéristiques. On aborde entre autres la secte, la chair, la nouvelle chair aussi, comme justement tu as mentionné aussi. C'est vrai que je sais pas forcément trop comment commencer, mais justement je te laisse peut-être te dire, comme d'habitude, un peu quelles sont tes premières impressions. Alors à propos de Vidéodrome, c'est un film que j'ai vu 2 fois. Mais au deuxième visionnage, j'avais comme l'impression de ne l'avoir jamais vu. Ce qui est étonnant, parce que j'oublie rarement les films. Et en plus, je l'avais vu pour la première fois quand j'étais même plus ado, j'étais déjà jeune adulte. Ça remonte peut-être à il y a 6 ou 7 ans, ce qui est finalement assez peu. Et ce film a comme disparu de ma mémoire. Étonnamment. Je pense quand même qu'il restait quelques images un peu marquantes qu'on cite souvent à propos de ce film. Les images à proprement parler surnaturelles, ou en tout cas d'hallucinations, puisque le personnage Max est en proie à des hallucinations. Après, ça on peut l'évoquer, je ne sais plus exactement si c'était dit dans ton résumé, mais après avoir été, comment dire, exposé, puisque c'est le cas, aux images Vidéodrome, il reçoit un signal Vidéodrome qui va provoquer en lui une tumeur. Et cette tumeur, qui se développe comme une sorte d'excroissance dans son cerveau, va générer progressivement des hallucinations. En tout cas, il va être en proie à des hallucinations toujours plus impressionnantes, toujours plus spectaculaires, toujours plus obsédantes. Et donc, peut-être que ce qui me restait de Vidéodrome, c'était quand même ces très belles images, il faut le dire. Donc, le moment où Max, par exemple, s'approche de sa télévision, de son poste de télé, qui gonfle comme une sorte de corps, un corps lascif, puisque comme toujours chez Cronenberg, il y a de l'érotisation, le corps sous sa forme la plus suave, la plus érotique est présente, et donc le poste de télé gonfle à mesure qu'il le caresse, qu'il le touche, et il finit par mettre sa tête littéralement dans le poste de télévision, parce que l'image qui est projetée sur l'écran l'appelle, c'est l'image de sa maîtresse, la bouche de sa maîtresse, et donc il pénètre littéralement avec sa tête dans le poste de télévision. Et juste avant, il s'était saisi de la cassette qu'il avait reçue, il l'avait insérée dans le magnétoscope, et cette cassette avait bougé dans ses mains et avait échappé comme une sorte de gémissement. Donc ça, c'est quand même des images extrêmement marquantes qui marquent la rétine. On va y revenir, la question de la rétine. Mais je m'éloigne un petit peu parce que du coup, oui, Vidéodrome, hormis ces images qui étaient quand même un tout petit peu présentes à mon esprit, je l'avais globalement oublié. Et en le revoyant, je pense que j'ai compris pourquoi. Parce que c'est un bon film, indéniablement. C'est un film qui questionne et sur lequel je pense qu'on a jamais fini d'épuiser. Mais c'est un film très cérébral. C'est un film hyper réflexif et très abscon, qui m'a laissé un peu perplexe. Je savais que j'avais aimé, mais au deuxième visionnage, alors que pourtant j'ai une certaine maturité d'adulte et de spectatrice, j'étais complètement perdue. Et j'ai dû procéder à toute une analyse à deux pour pouvoir le décrypter au mieux, parce que pour être tout à fait honnête, à la fin du film, au moment du générique, j'ai littéralement dit mais je n'ai rien compris. Et donc c'est un film qui nécessite vraiment, je crois, l'échange, la confrontation, et qui peut laisser voilà, un peu mal à l'aise, en tout cas qui peut mettre le spectateur dans cet état d'incompréhension. Et il faut accepter d'être un peu perdu, il faut accepter de rester un peu dans ces dédales réflexifs, et il faut y revenir. J'invite vraiment les personnes qui souhaitent le voir ou le revoir à lire aussi des choses sur le film, ce qui peut peut-être constituer sa limite, parce que j'ai mieux compris le film en me documentant à son sujet, là où certains films se suffisent à eux-mêmes. Vidéodrome, je trouve, appelle cette réflexion, donc ce qui permet de l'approfondir, ce qui permet son décryptage, mais du coup, si on est trop novice dans le domaine, si tant est que ça veuille dire quoi que ce soit, on peut se sentir vraiment, comment dire, oui, perdu, lésé par le film. Donc ça, c'est pour les premières impressions. Je sais pas comment toi tu l'as perçu, puisque tu ne l'as vu qu'une fois, je crois. Alors oui, j'ai vu qu'une fois, et en plus c'est vrai que c'est un film, alors pour un peu le contexte aussi de mon côté, j'avais un ami qui était très fan de Cronenberg et de La Mouche en fait, qui m'avait dit, ok, j'adore vraiment tout Cronenberg, mais Vidéodrome vraiment, il est vraiment malsain, vraiment, j'ai pas trop aimé le visionnage. C'est un film qui est assez dur et tout, donc du coup j'avais toujours un peu cette espèce d'appréhension par rapport au film, en me disant ah ouais et tout, ça va être un truc un peu genre
baiser de la tête, et c'est là aussi où on peut arriver à cette sous-catégorie très personnelle que nous avons quand il s'agit de parler des films, c'est les films baisers de la tête. Qu'est-ce que sont les films baisers de la tête? Eh bien, les films baisers de la tête, ce sont des films qui, ont quelque chose de très pervers, malsain dans leur âme, et qui en même temps le traitent avec beaucoup finalement des fois d'humanité et d'empathie envers ces personnages, mais c'est pas toujours le cas. C'est toujours comme c'est quelque chose qui est très personnel, c'est compliqué de définir ce que c'est qu'un film baiser de la tête. C'est avant tout un mood, c'est avant tout un feeling. En fait, c'est quelque chose de très, je sais pas comment dire. En fait, ça, c'est un peu le what the fuck quoi. C'est en fait, c'est par exemple un des premiers films qu'on a vu, on s'est dit ouais, c'est vraiment un film baiser de la tête. C'est un film dont j'ai parlé brièvement lors de l'épisode sur la mouche. C'est c'est le film Audition. Donc voilà, si vous avez vu le film, vous comprenez tout de suite pourquoi est-ce que justement le what the fuck arrive. Si vous l'avez pas vu, bah courez-y encore une fois. Justement, les films baiser de la tête, comme c'est le cas ici, c'est souvent des films qui sont assez complexes à un peu saisir, et c'est des films souvent, comme tu dis, qui laissent une impression de confusion. On se sent un peu concerné, mais on n'a pas envie de se sentir concerné non plus. Et en fait, c'est ça aussi, je pense, qui fait que c'est un film qui a un peu déstabilisé beaucoup de gens qui sont même habitués au cinéma d'horreur et au cinéma de Cronenberg. C'est justement, en fait, un film où on te dit, là, c'est la menace, c'est pas un parasite d'un autre monde ou un parasite qui est créé par l'homme ou quoi. Le parasite cher à Cronenberg est ici, l'image est ici finalement créée par la curiosité malsaine du spectateur. C'est pour ça que comme on aime les films d'horreur, on a forcément un certain niveau de curiosité malsaine, et du coup on se sent concerné, on se dit ah mais oui, ça pourrait m'arriver. Est-ce que les images que je vois qui me traumatisent vont pas me laisser quelque chose de plus que je ne contrôle pas? C'est un peu le principe du trauma au fond. C'est un peu voilà, est-ce que justement je vais pas y repenser durant la nuit, est-ce que ça va pas influencer négativement ma vie? C'est un peu les puritains américains qui pensent ça, que ça peut négativement influencer la jeunesse du coup. En fait, je trouve que justement, comme on l'a dit avant, ces images, c'est finalement ce qui reste le plus dans le film, aussi parce que c'est ce vers quoi, enfin, c'est finalement le principal mode d'expression du film, de toutes les thématiques du film, parce que quand même, encore une fois, c'est un film qui aborde plein de thématiques assez variées. Il y a la question aussi de la perception, justement, de la vision par rapport à ces images-là. Aussi, la perception justement de la morale qui est en fait derrière, de la morale qui peut être un peu trouble aussi. C'est un film ça qui peut être un peu compliqué à comprendre, parce qu'il y a beaucoup de personnages qu'on imagine d'une certaine façon de base, qui finalement changent un petit peu de perception de masque. Par exemple, la compagne, si on peut dire, la partenaire, l'amante, voilà, c'est ça, de Max, qui s'appelle Nikki, qui d'ailleurs est jouée par la chanteuse du groupe Blondie, qui en fait au début intervient en tant que finalement une figure plutôt féministe, qui plutôt condamnerait a priori les programmes de la chaîne de Max. Mais en fait, on comprend que derrière, c'est plutôt elle qui a les fantasmes entre guillemets les plus kinky et plus originaux. Et en fait, c'est même lui qui finalement se retrouve à être inquiet, perturbé en fait par justement ces fantasmes à elle, l'expression de son désir à elle. Et d'ailleurs, je préviens quand même encore une fois qu'on risque de spoiler quand même pas mal. Surtout, j'ai envie qu'on parle de la fin à un moment quand même, parce que je trouve que la fin est assez marquante. Mais justement, assez au début du film en fait, elle dit mais en fait, Vidéodrome c'est super cool, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de participer à ça. Je suis faite pour ça. Et c'est là, en fait, c'est un peu ce côté qui est intéressant dans le personnage de Max. C'est pour ça aussi que c'est un personnage qui peut, enfin, et même le film peut volontairement troubler et perturber vraiment ses spectatrices. Que vraiment, le personnage de Max se sent en contrôle. En fait, ce qu'il aime, c'est pas spécialement, enfin, c'est sentir un peu quand même en contrôle des choses qu'il va avoir. Il y a une dimension, je trouve, qui est un peu cynique. Une dimension un petit peu cynique au final de son programme. C'est pareil, pour lui, c'est un peu comme un produit dans un monde qui, justement, est en recherche de ça. Et finalement, bah, c'est pas moi qui suis responsable, en fait, des désirs et des besoins du monde. Mais c'est quand même quelqu'un qui, je trouve, se retrouve un petit peu à la fois fasciné et un peu dépassé aussi des fois par en fait à quel point est-ce que l'expression des désirs entre guillemets, et je ne mets pas de moralité derrière, mais déviant, peut justement jusqu'où est-ce que ça peut aller, et jusqu'où est-ce que lui aussi peut finalement devenir un petit peu esclave de ça. Et la question un peu d'être esclave physiquement de ça revient un peu durant tout le film. On se pose la question, est-ce qu'il est vraiment esclave de tout ça? Dans quelle mesure est-ce que lui-même peut influer sur les images qu'il perçoit, sur les choses violentes qui sont en lien avec Vidéodrome? J'aime bien ce que tu racontes sur Max,
Son cynisme, tu parles de cynisme, je suis assez d'accord au début, mais je pense qu'il évolue à la fin parce qu'il se trouve dans une spirale un peu infernale, il se retrouve littéralement infecté quand même par Vidéodrome, donc il cherche à en trouver la cause, à remonter la chaîne causale des événements, le responsable. En fait, c'est pas un responsable, c'est tout un système contre lequel il va lutter. J'avais envie de revenir là-dessus, puisque sur le personnage de Max, sur plusieurs aspects. Donc Vidéodrome, c'est aussi un film qui est extrêmement froid. Je pense que vous l'aurez deviné de par sa thématique, mais aussi par son traitement, par sa mise en scène. On est plongé globalement dans mes souvenirs, peut-être que ceux-ci sont un peu défaillants, dans un univers assez bleuté, assez gris, donc un film assez froid visuellement, sauf quand il s'agit des images de Vidéodrome, où là on a des teintes plus rouges, plus ocre, et les images de Vidéodrome qui nous parviennent jouent au contraire sur un effet de contraste avec des teintes plus chaudes. Bref, c'est un film froid à tous les niveaux, par son traitement visuel, par son sujet et aussi par le jeu de l'acteur principal, qui est globalement très souvent impassible face aux événements. Même quand il comprend qu'il se retrouve pris dans un engrenage infernal, il tente de conserver une forme de maîtrise de lui-même. Même quand il voit son corps changer, son corps s'ouvrir avec cette espèce de... Donc c'est un spoil sur une des scènes aussi emblématiques de Vidéodrome, comme une vulve qui apparaît dans son ventre. Et même face à cette image horrible, cette image gore, d'ailleurs qui crée aussi un peu une subversion dans le genre, il reste sidéré, mais relativement calme, dans mon souvenir, là encore. Voilà, ça dit quelque chose sur le personnage et le traitement de ce personnage à qui on s'identifie toujours partiellement. Parce que l'émotion est très souvent contenue. On parle beaucoup d'émotions dans cette émission. Les émotions du personnage, elles importent bien sûr énormément. Et c'est peut-être ça aussi qui joue dans la distance avec laquelle on traite Vidéodrome. Mais j'aime bien aussi quand tu dis que cette distance, elle est peut-être liée à des choses plus profondes, plus archaïques chez nous, sur la question de la pulsion. Et je pense que tu as raison. Et toujours pour continuer sur le personnage de Max, lui il vient à Vidéodrome pour deux raisons. En tout cas, il s'est fasciné par Vidéodrome pour deux raisons. Une raison aussi, tu l'as un tout petit peu évoqué, économique. C'est-à-dire qu'il cherche à faire prospérer son émission, enfin c'est pas une émission, c'est sa chaîne de production. C'est vraiment une chaîne de télé. Hein. Ouais, c'est ça, sa chaîne de télé qui propose des contenus pornographiques. Et voilà, il trouve que ceux-ci sont globalement ennuyeux. En tout cas, il cherche quelque chose de nouveau pour attirer le chaland. Donc il y a cet argument économique pour être sur le marché, proposer quelque chose de novateur qui va lui permettre de prospérer économiquement. Donc ça c'est un trait plutôt cynique, puisque Vidéodrome aussi, on ne l'a pas mentionné, ce sont des images réelles, c'est-à-dire que ce qu'il croit être une reproduction quasiment parfaite du réel correspond en fait à de véritables images de torture. D'accord? Donc c'est ce qu'on appellerait... donc ça a un nom, ça c'est du snuff. Il n'y a aucune fiction derrière, aucun scénario. Tout est réel et souvent les snuffs, donc ça existe. Et d'ailleurs, au moment où Cronenberg réalise ce film, le snuff connaît... je crois qu'il commence à être un peu connu dans les années 70, entre 73 et 75. J'ai pas une de date précise, je vois que tu veux intervenir à ce sujet. Bah justement oui si je me trompe pas, mon premier film s'appelle Frisson ou Shivers et en fait il a été si je me trompe pas présenté justement à ce moment-là, Shivers qui est sorti je crois en 75 en double programme avec le film qui a permis un peu de connaître le concept de snuff movie qui s'appelle Snuff, montre bien aussi l'intérêt déjà un peu à l'époque pour le cinéma d'horreur et aussi même aussi dans les thématiques Cronenbergiennes déjà autour en fait de ce principe-là. Et du coup, oui, donc il y a ce double rapport à Vidéodrome, ce prisme économique, cette approche économique, capitaliste, et aussi cette approche plus individuelle, plus pulsionnelle. Je pense que c'est, tu l'as dit, c'est un film sur la pulsion, c'est un film sur le fantasme, et c'est en ça que je le trouve intéressant. Beaucoup de films parlent du fantasme, beaucoup de films interrogent la porosité entre virtuel et réel. C'est un thème chéri par la science-fiction, et Vidéodrome, même s'il est censé se passer à l'époque contemporaine où le film est tourné, a quelque chose de la science-fiction. Mais l'originalité de Vidéodrome réside par exemple dans le fait de montrer l'intrusion du virtuel du monde télévisuel, parce que c'est un film aussi sur le médium,
sur un médium en pleine expansion, la télévision, donc comme une infection, puisque le signal Vidéodrome agit comme un agent pathogène qui provoque littéralement une tumeur dans le cerveau de Max, après que celui-ci ait été exposé au contenu de la cassette. Contenu assimilé à du snuff, on l'a dit. Souvent, les interférences entre le virtuel et le réel dans les fictions viennent modifier les perceptions. Et c'est aussi le cas dans Vidéodrome avec les hallucinations de Max dont on a un petit peu parlé. Mais ici, le virtuel est incorporé via la pulsion, agit sur l'organique et le rend littéralement malade en dégénérant la chair. En fait, le signal Vidéodrome, il est reçu parce qu'il y a un terreau fertile qui est celui de la pulsion, du fantasme malsain, pervers, que va d'ailleurs très très bien montrer la scène dont tu parlais avec Nikki. Enfin, c'est une scène qui précède celle dont tu parlais. La première scène d'amour, ou peut-être la deuxième, entre Max et Nikki, qui est très belle et très 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 troublante, où d'abord les deux amants regardent Vidéodrome, parce que Max a très envie de le montrer à Nikki, et va découvrir d'ailleurs à ce moment-là qu'elle a des penchants sadomasochistes. Et elle lui propose, juste après, de s'adonner à ces nouvelles pratiques. Et donc on voit ensuite les deux corps des amants alanguis, de dos, et derrière eux se joue, en fait, la scène de Vidéodrome, qu'on a déjà vue au début du film. Donc Max la revoit à nouveau avec son amante, et pendant qu'ils font l'amour, eh bien, le film continue de tourner, et à ce moment-là, Max incise l'oreille de son amante, Nikki, donc qui va commencer à jouir, à prendre énormément de plaisir. Et là, il y a un magnifique travelling, je crois, arrière. Donc on est sur un gros plan sur les visages des amants. D'ailleurs, c'est une très belle scène, très sensuelle. Il n'y a rien de... il n'y a rien de gênant dans cette scène-là. Elle est très belle, même si elle distille quelque chose de profondément dérangeant. Donc là, on a un travelling arrière et on est plongé dans l'univers de Vidéodrome, donc là où la scène de torture qui avait été visualisée par Max, puis par Max et Nikki, se retrouve dans ce même environnement, toujours en train de faire l'amour, et c'est dérangeant. Et là, on a la première interférence entre Vidéodrome, le monde de Vidéodrome, et le monde réel, et on comprend que c'est le début, comme je l'ai souvent dit, de la descente aux enfers, où déjà Vidéodrome a pénétré, sans mauvais jeu de mots, la réalité. Je suis d'accord pour dire que c'est la quintessence du jeu très très Cronenbergien qu'a justement Deadwood ici, de côté très genre impassible, très froid, clinique, qu'on retrouve un peu dans tous ces autres films. Justement, La Mouche est presque un peu une forme d'exception par rapport à ça, parce que c'est peut-être aussi Goldblum qui est lui-même, donc du coup il n'arrive pas à être dans ce truc hyper froid. Mais oui, ou même complètement Ciné Davis aussi complètement, qui était aussi un truc beaucoup plus hollywoodien, pour y mettre traditionnel, mais qui sont excellents d'ailleurs dans cette rencontre avec l'univers plus froid de Cronenberg. Et là, en fait, ce que je voulais un peu préciser ici, c'était que je pense qu'il y a aussi un peu lui-même une certaine distance, souvent, parce que je pense qu'il ne sait pas, ou il n'arrive pas à savoir si c'est réel ou pas ce qui lui arrive. Surtout au début. C'est-à-dire que même s'il ressent les choses, il y a un côté plus impassible parce que je pense qu'il est à la fois fasciné, en même temps il se dit mais c'est pas réel, c'est pas possible que ce soit réel. À un moment, il perd un peu pied, il comprend que c'est réel, et du coup, ça change un peu, même si au moment où il se rend compte, c'est déjà un petit peu trop tard, Vidéodrome a déjà un petit peu trop colonisé son cerveau par rapport à ça. Et en parlant justement des pénétrations d'images, parce que c'est vraiment ça, ce qui est un rigolo, c'est encore un spoil. Je pense qu'on va être obligé de pas mal spoiler les films parce que, encore une fois, c'est un film qui est tellement complexe, c'est impossible d'en parler sans vraiment un peu détailler des choses. Si vous nous connaissez, on spoil tout le temps les films. Oui, c'est vrai qu'on spoil beaucoup parce que voilà, on a envie de rentrer dans l'analyse et des fois c'est compliqué. Donc désolé. Mais voilà, donc par rapport à ça, en fait, il croit d'abord, si je me trompe pas, que en fait, le signal Vidéodrome, c'est un truc qui est un signal. Et en fait, il se rend compte que, et même que les incursions qu'il a de Vidéodrome, en fait, c'est par des cassettes qu'on lui donne, et y compris des cassettes qu'on lui insère dans sa fente. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a vraiment, oui, vraiment une relation. Ouais, encore une fois, film baisé de la tête. Il y a justement vraiment comment dire, une relation de drogue. Notamment, c'est carrément abordé par, justement, je retrouve le titre exactement, par la Cathode Ray Mission. Quand il commence à un petit peu essayer d'enquêter sur Vidéodrome, en fait, il va justement voir un docteur de l'image un peu, qui est en tout cas un spécialiste des images télévisuelles. Et parce que d'ailleurs, ce spécialiste, c'est le producteur, c'est le créateur même de Vidéodrome.
pas celui qui lui a inséré le signal, attention, ça, il vient d'ailleurs, mais par contre, il est à l'origine du format du médium Vidéodrome. Oui, oui, complètement. Et d'ailleurs, spoil encore une fois, il y en est mort. Mais on voit justement un peu en fait comme si maintenant les gens, l'image devenait un peu une sorte de denrée essentielle à leur vie. En fait, c'est vraiment comme si c'était un peu une soupe populaire. C'est même la nouvelle vie en tout cas, c'est comment dire, le nouveau dogme, ce dogme de cette quasi-religion que Oblivion crée, donc le créateur de Vidéodrome, comprend que l'image télévisuelle, l'image virtuelle se substitue au réel, donc elle va devenir, j'aime bien ton image de soupe populaire, elle va devenir la nouvelle vie des gens, puisqu'il y a, après tout, en fait, qu'est-ce qui est réel en dehors de notre perception? Le réel, c'est la perception. Et comme nous sommes environnés d'images, que l'image, elle suscite cette fascination, cette obsession, eh bien, ça va être cette image télévisuelle, cette image télévisuelle qui devient cette nouvelle réalité, cette nouvelle chair. Cronenberg trace vraiment un parallèle entre la réalité plus que le réel. La réalité, il y a toujours une idée de médiatisation, c'est ce qui est perçu. La réalité et la chair, le corps. Donc la nouvelle chair, et on voit vraiment cette dimension religieuse, sacrée derrière. Oui, oui, et puis d'ailleurs, la dimension du sacré est quand même assez bien captée, puisque il y a aussi, je voulais aborder les gens en fait qui lui insèrent Vidéodrome et qui rentrent en contact par rapport à lui avec Vidéodrome, qui se cachent sous justement, d'ailleurs, c'est assez rigolo, un magasin d'optique. En fait, c'est un petit peu comme s'il y avait ce côté avoir la vision claire et que c'est des gens qui te vendent comme ayant avoir la vision claire pour tous. C'est au final eux qui justement cherchent à implanter quelque chose justement de peu clair pour la population. Leur objectif par rapport à Vidéodrome est assez, comment dire, ambigu, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont beau lui dire oui, oui, c'est hyper dangereux, on va faire en sorte que personne d'autre n'y ait accès et tout, mais en fait, leur plan un peu caché, visiblement, c'est un petit peu que tout le monde y ait accès. C'est pour ça que le film a vraiment des retranchements. Voilà, on comprend aussi que c'est ça, que c'est un petit peu comme si c'était un peu une espèce de complot, la théorie, la thématique du complot qui revient d'ailleurs beaucoup chez Cronenberg jusqu'à même son film le plus récent. Justement, je voulais un peu quand même faire un plus grand contexte sur l'impact du Image Choc et du snuff qu'il y avait à l'époque, parce que voilà, le film traite vraiment de la télévision à proprement parler. Je pense que c'est pas anodin, parce que c'était une époque où aussi, où paraît aussi comment dire, la progressive démocratisation de la caméra, même si c'est plutôt dans les années 80-90, c'est là où en fait d'ailleurs il y aura aussi beaucoup du genre du faux documentaire, et notamment Cannibal Holocaust qui va arriver, et c'est là où encore les frontières entre réalité et fiction vont être encore plus poussées. Mais si les artistes justement ont cherché à ce moment-là, et même déjà à l'époque, à un petit peu questionner cette thématique-là, c'est parce que l'image géante commençait à devenir beaucoup plus accessible facilement à travers des canaux de diffusion massifs. Notamment, je pense notamment aux images de guerre qui commençaient à être beaucoup plus montrées, et aussi à l'avènement de chaînes du câble qui montraient justement pour attirer ces spectatrices des programmes des fois de plus en plus violents, avec une plus grande liberté de ton. En tout cas, on est aussi, je me trompe pas, dans une période justement où le puritanisme recommence un petit peu à revenir aux États-Unis. Si je me trompe pas, je crois que c'est Reagan. J'avoue, c'est Reagan hein, à ce moment-là, hein, dans les années fin 70 sur 80, c'est Reagan. Et c'est évangéliste dans les rues, ouais, ouais. Qui s'insurge contre la musique rock, contre l'après-libération sexuelle, voilà, qui se concrétise, enfin qui est un peu consacré en 80, aussi avec, comment dire, je sais pas si on peut parler l'apogée du porno, par exemple. Oui, 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 ça, ou en tout cas, oui, ça, je pense, enfin, je suis pas un spécialiste, mais à peu près, je pense qu'à cette époque, effectivement, ça commençait à être aussi un peu l'apogée ou l'événement, genre, en tout cas, du porno sur câble. Maxine, donc le film de Ty West, montre un petit peu ça, sans aller aussi loin et sans montrer ce qu'il en est de ces vrais faux documentaires, sans parler du snuff. Il montre un petit peu ce contexte historique où il y a une société qui est très polarisée entre des carcans religieux conservateurs qui sont encore très forts, qui se réaffirment, et aussi une volonté de libération, mais aussi qui montre, enfin de libération toute relative, parce que c'est aussi, comme on l'a dit, l'apogée du porno, et avec des figures économiques capitalistes très, très, très fortes qui, elles, vont plutôt surfer
sur ces nouvelles images, ce désir de plus de sexe, de plus de violence, qui fait aussi fond sur une société dont la violence est exacerbée, ne serait-ce qu'à travers les différentes guerres au cours de ce siècle. Donc ouais, c'est une époque un petit peu schizoïde. Et où aussi toutes ces images étaient aussi complètement comment dire, contrôlées par des grandes boîtes, par l'État. C'est aussi parce que ça me penser à une autre référence, ça me pensait à Boogie Nights de Paul Thomas Anderson, qui aborde aussi le fait que dans les années fin 80, début 90, le porno amateur commençait à un petit peu se démocratiser peu à peu, et ce qui fait que la vidéo et les images et le contrôle des images commençait à peu arriver aussi à, à n'importe qui. Tandis qu'à l'époque, et c'est un petit peu ça ce que montre bien, je trouve, Cronenberg ici, c'est en fait cette dimension d'inquiétude par rapport à pourquoi est-ce que ça existe, qu'est-ce qui se cache derrière, et notamment ce qui est intéressant, c'est que même les artisans au final de ces médiums un peu plus controversés, voilà, finalement ils existent, mais on voit très bien que Max, son personnage, il se laisse un petit peu porter, mais il ne comprend pas vraiment en fait finalement à quelle utilité il y a à sa chaîne de télévision au final les enjeux finalement par rapport à la population qu'il y a derrière et justement à qui pourrait profiter la propagation de ces images nocives, de ces images qui intoxiquent les gens. Alors que oui, genre, au final, c'est surtout un sorte un peu presque d'esthète, enfin, qui est un peu pervers. À la base, c'est pas quelqu'un qui cherche à justement intoxiquer, comme tu as dit, c'est quelqu'un d'assez cynique jusqu'à en fait qui se rend compte finalement de la dangerosité de ces images-là et qui cherche à un petit peu empêcher leur propagation. D'ailleurs, ceux qui envoient le signal Vidéodrome, eux, en fait, quand tu parlais de théorie du complot tout à l'heure, tu avais raison. Il y a deux grandes chapelles, si je puis dire, qui s'opposent dans le film, c'est-à-dire les créateurs de Vidéodrome et ceux donc qui travaillent avec aussi cette entreprise d'optique, en tout cas qui ont une chaîne d'opticiens, qui vont eux insérer ce signal Vidéodrome pour justement montrer que c'est la plaie de tous les temps. Donc on a voilà deux grandes chapelles, deux grandes théories qui s'affrontent et qui vont causer, effectivement c'est au détriment de la population. Ils utilisent des cobayes comme Max pour montrer les dégâts de ces images. Si jamais advient comment dire, le règne de l'image télévisuelle. Et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure du médium, je pense que c'est vraiment un mot-clé quand on parle de Vidéodrome, quand on parle aussi de cette période, parce que Max va devenir lui-même le médium avec cette scène dont on parlait tout à l'heure, emblématique, où il va se métamorphoser en magnétoscope géant, alors avec cette image de la fente, parce qu'il y a aussi cette notion de viol, en fait, à travers cette immixtion du virtuel qui va s'immiscer dans le corps humain. Et donc quand Max va insérer la cassette en lui, il va devenir le médium. Et donc il est complètement, pas déréalisé, mais il est complètement, on emploie aussi souvent ce mot-là, déshumanisé. Il est réduit à cette capacité à recevoir en fait les images. Il est à un moment à un stade tellement avancé dans la maladie et dans le contrôle, même si en même temps il arrive quand même à rester conscient et à essayer de combattre finalement le Vidéodrome qui est à la fois extérieur et à la fois en lui. On pourrait dire oui, le film est très, voilà, il y a le camp du bien, il y a le camp du mal, c'est pas tant vraiment que ça, parce que je pense que le camp des gens qui sont posés à Vidéodrome, bah, le condamne aussi de base, et c'est pour ça que lui, il est un peu au milieu. Et c'est pour ça qu'il y a un peu cette thématique de la nouvelle chair qui arrive, c'est un peu comme si finalement dans une société ouais, qui est en proie à justement de thèses extrêmes. Alors, j'ai l'impression d'être Macron, c'est horrible en disant ça, mais, mais ouais, qui est en proie à une telle finalement polarisation sur un sujet que finalement les gens qui apprécient ce sujet-là, qui est controversé, mais qui non plus ne sont pas dans finalement une forme d'encouragement finalement de l'illicite absolument là-dessus. Justement, c'est juste des gens qui sont un peu curieux, qui sont passionnés par ces choses-là. Bah eux, en fait, ils cherchent un petit peu cette dimension de troisième voie un peu, même si, et c'est là où la fin est un peu ambiguë là-dessus. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, avec ce côté où en fait, c'est comme si le fait d'accepter ces pulsions d'autodestruction faisait que ça allait détruire finalement Vidéodrome, mais comme à la fin, en même temps, bah encore une fois spoiler évidemment, mais à la fin il se suicide si je me trompe pas,
En fait, on se demande si en fait tout ça n'est pas inclus dans Vidéodrome. Et c'est là où on se dit, est-ce que finalement la troisième voie est possible? Est-ce que finalement on n'est pas déjà complètement, est-ce que finalement ils n'étaient pas déjà tous finalement contaminés par Vidéodrome? Est-ce qu'une fois qu'on a été contaminé, est-ce qu'une solution est possible? Est-ce qu'on peut devenir, et ça c'est un peu de référence bah, du coup à la mouche, mais une sorte un peu de genre d'animal politique, enfin comme ça avait été le cas pour le personnage de Cest dans la mouche, se dire un peu ok, je suis transformé, mais est-ce qu'il y a quand même moyen que je puisse rester dans une forme d'humanité et quand même finalement être attaché à mon combat pour mes valeurs, même si je suis déjà un petit peu piégé par la matrice. Je voulais un peu savoir ton avis finalement sur cette fin, qui effectivement moi aussi m'a un peu sur le coup laissé un peu perplexe. Je me suis dit mais d'accord, mais en fait j'ai l'impression d'avoir finalement un tracé jusque-là assez clair dans le film, et à la fin je me dis ah oui c'est hyper dark et tout, c'est génial, mais je sais pas trop quoi en penser. Donc du coup, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors déjà, je te rejoins sur le fait que Cronenberg ne prend pas parti, c'est comment dire, c'est pas tout à fait juste de dire ça. Cronenberg analyse un phénomène en cours qui l'intéresse, qui le questionne, mais il n'y apporte aucune morale. Il n'est pas dans la condamnation, puisque il prend acte de quelque chose de tout à fait humain. Voilà le fantasme, la jouissance que procurent les images, la pulsion scopique. Faut pas oublier que c'est quelqu'un, tu l'avais précisé dans ton introduction sur ce réalisateur, qui est fasciné par la psychanalyse, donc qui postule, qui part de là, et qui, à l'aune d'une évolution de la société et de la technologie, voit comment est-ce que ça se passe, en fait, quand cette pulsion, ces désirs pervers rencontrent le médium vidéo, qui va accentuer terriblement ce phénomène. Donc Cronenberg n'est pas dans la condamnation du tout, il n'est pas dans la morale. Mais par contre, c'est vrai que la fin a quelque chose de profondément désespéré. Tu parles d'une troisième voie, mais je suis pas... Je comprends ce que tu dis, et je vois en fait un geste profondément désespéré chez Max, que ce soit avec ce geste final du suicide, mais parce que, en fait, c'est pour lui. Ce n'est pas du tout... il ne revendique rien à travers ce geste. C'est parce que sa vie n'est pas envisageable avec cette nouvelle réalité que sont ces images hallucinatoires, cette espèce de perte de repère, cette confusion totale entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, puisque ces hallucinations sont proprement monstrueuses et le rongent jusqu'au plus profond de son être, et elles sont dues à une tumeur. Donc il est condamné. En fait, dès qu'on est exposé au signal Vidéodrome, on est condamné d'une certaine façon. Je crois qu'on peut se la faire ôter, mais c'est trop tard. Il y a quelque chose de profondément tragique et de profondément fatal. Là encore, on en avait d'ailleurs parlé pour La Mouche, même si ça se traduit un peu autrement. Là encore, on est dans le tragique pour Max. On n'est pas dans la... Il n'y a pas de rébellion. En tout cas, à mon sens. En fait, ce que je voulais dire par rapport à la dimension politique, c'était pas forcément finalement qu'il y avait pas. Enfin, oui, je suis d'accord qu'il n'y a pas de rébellion, je suis d'accord que c'est très désespéré. Mais pour moi, c'est un petit peu genre de dire on existe. Il y a un côté un peu. En fait, c'est un peu comme si lui cherchait un petit peu à se persuader que son statut d'anomalie, clairement c'est une anomalie, c'est que justement de surmarginalité. Déjà avant, il était un peu genre marginal par ses goûts, par ses attirances, par ce qu'il recherchait. Et là, il devient vraiment une anomalie, en fait, littéralement, par une espèce de chair semi-virtuelle, semi-réelle. D'ailleurs, pour ça, on vous encourage à voir aussi Existence de Cronenberg, qui est un film sorti en 99 avec notamment Jude Law, qui pour le coup s'intéresse plus à l'univers vidéoludique, qui finalement est très se rapproche beaucoup dans les thématiques de Vidéodrome, mais sans l'aspect finalement assez politique, même si le film est quand même très politique aussi, Existence. Donc c'est un peu une espèce de réactualisation de ces réflexions-là à l'ère vidéoludique. Tout à fait, tu parles d'actualisation. J'y vois aussi un prolongement, puisque là, il ne va plus parler du médium télévisuel qui peut-être commence déjà à tomber en désuétude, qui commence déjà à devenir obsolète, au profit du jeu, du monde vidéoludique, au profit du jeu vidéo. Et ce qui aurait été intéressant, c'est qu'il parachève cette analyse, ces questionnements-là, avec un film aujourd'hui sur de nouvelles formes de réalité numérique qui sont incarnées par nos écrans multiples et variés, à commencer par les smartphones, et aussi avec cette nouvelle réalité que propose que l'IA, l'intelligence artificielle. Il l'aborde un peu, on l'a évoqué dans Les Linceuls, mais
avec beaucoup moins d'intelligence, je trouve, qu'il n'aurait pu le faire tel qu'il l'avait déjà abordé dans Vidéodrome ou même dans Existence. Oui, je te rejoins parce qu'en fait, bon, on va pas en parler de toute façon des linceuls. Il n'aborde pas l'altération de la réalité que ça peut créer en fait l'IA. Il aborde brièvement d'un point de vue scénaristique, d'un point de vue presque narratif, en disant en fait l'IA ce n'est pas ce que l'on croit, mais ça s'arrête un peu là. Alors qu'il n'y a pas une perturbation fondamentale des sens que l'on retrouve à la fois avec la télévision dans Vidéodrome et avec le jeu vidéo dans Existence en fait, qui d'ailleurs est un film encore très actuel. Et aussi, bon, petite parenthèse, si vous n'avez pas vu l'épisode de Crossed de Karim Debache sur Existence, il est très drôle, on vous encourage à aller voir, regardez tout Crossed, je me suis fait refaire il n'y a pas longtemps. Pour faire un peu peut-être une conclusion sur Vidéodrome, mais s'il y a encore tellement à dire, c'est encore une fois c'est un film assez somme pour Cronenberg, pas forcément le film le plus facile pour commencer avec lui, mais c'est un des films, voilà, si vous cherchez à avoir un film qui va vous perturber, qui va vous faire vous interroger sur vraiment les notions de perception, sur aussi l'impact de l'image, si vous kiffez en fait les films d'horreur et si vous interrogez sur la notion de curiosité malsaine et d'image choc, ce film est clairement fait pour vous. Et c'est quand même, je trouve, un des films les plus réussis de sa filmographie. C'est un des films, je pense, qui nécessite même plusieurs visionnages et je dirais même avec grand plaisir en fait, parce que là, le fait en fait d'en reparler, ça m'a limite donné envie de revoir qu'on a vu il n'y a pas très longtemps. C'est justement un film par lequel il a mieux réussi à développer toutes ses obsessions. Je te rejoins quant au fait que ça me donne envie de le revoir pour une troisième fois, même dans un laps de temps assez rapproché, parce que ne serait-ce qu'avec mes lectures, ce podcast, tout ça, ça constitue des clés de décryptage intéressantes et qui vont nous permettre d'aller encore plus loin, je pense, dans la réflexion pour ce film, surtout avec ce qui se passe actuellement. Ouais, complètement, parce que je pense dans les films baiser de la tête, il y a un peu ça. J'entends. Mais en fait, pour moi, c'est un peu. Ça peut être un peu ça avec certains films d'Ari Aster. Je pense à Boys Afraid, ou il y en a plein, par exemple, mais ils sont dans ces catégories-là des merveilleux films baiser de la tête. C'est que je me dis, c'est souvent des films où en fait, il faut que la société évolue pour qu'on puisse mieux finalement y retourner et les comprendre, ou alors soi-même plus se renseigner, expérimenter des choses sur la, je sais pas, par exemple, oui, sur la psychanalyse, sur ce genre de choses, pour potentiellement, c'est pas garanti, mais se dire, ah en fait, oui, il y avait quand même ça qui était hyper intéressant, ça qui était hyper pertinent. Donc en tout cas, prenez soin de vous, allez voir des films. Voilà, j'ai piqué cette punchline à Durandal, mais il a bien raison. Et n'oubliez pas, Faites du body horror votre hobby d'horreur. la bonne soirée et à très vite, merci.